Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le studio de la FGTB pour ce premier vidéocast. Depuis quelques mois, la FGTB mène une campagne intense sur les réseaux sociaux et ailleurs, à l'aube des élections, pour rappeler les enjeux socio-économiques qui nous font face. Pour en parler, nous recevons Thierry Botsson, président de la FGTB. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, une première question, est-ce que tu peux te présenter? Tu n'as pas toujours été le président de la FGTB. Quel est ton parcours? Alors c'est un parcours un peu atypique dans ce sens que j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans et que j'ai commencé à travailler d'abord dans une banque pendant un an et puis pendant 6 mois comme ouvrier boucher dans un GB. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des études, des cours du soir. Et pendant 5 ans, j'ai fait des cours du soir de comptabilité, d'expert fiscal et autres. Et c'est durant cette période-là, après la période de travail comme garçon boucher, comme dans un petit GB, que j'ai commencé à travailler à la FGTB de Liège, où assez rapidement, je suis devenu le responsable du service chômage, le secrétaire régional de la FGTB de Liège, et puis le secrétaire de la FGTB Wallonne, avant de devenir président de la FGTB il y a 4 ans. Un beau parcours, mais donc tu connais très bien le monde du travail. Et tu disais récemment dans une interview que la FGTB est la somme des petites histoires des gens qui s'y rendent, qui se rendent dans les bureaux régionaux, qui se rendent à l'Office de droit social. Ces gens qui viennent chercher de l'aide et des conseils, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur parcours aussi? Et qu'est-ce qu'ils attendent surtout? Peut-être d'abord, j'aime bien dire ça parce que ça rappelle toute notre légitimité. Lorsqu'on porte des revendications, ce n'est pas simplement 20 ou 25 responsables syndicaux qui se sont réunis un lundi ou un mardi matin et qui imaginent des revendications pour les gens. C'est parce qu'il y a en effet des services à travers toute la Belgique, que ce soit à l'intérieur des régionales ou des centrales, où les gens viennent dire ce qui ne va pas, viennent poser des questions, viennent préparer des dossiers, nous demander de les introduire et autres. Et donc ce sont des milliers de réceptions par mois qui nous permettent d'avoir cette connaissance de terrain. De façon générale, ce qui revient systématiquement, c'est d'une part le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre en fait qui revient. Mais quand on parle de pouvoir d'achat, pouvoir de vivre, il y a aussi derrière très souvent cette crainte du lendemain, cette insécurité d'existence. Donc, ce n'est pas exclusivement le fait d'avoir insuffisamment de moyens financiers au mois le mois, c'est souvent le cas, mais c'est aussi cette impression qu'on est quand même très souvent sur un fil et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on passe du mauvais côté de la barrière. Et ça, souvent, alors ça crée des sentiments de crainte d'une part, et puis parfois aussi, à notre égard, des propos qui sont parfois un peu violents, mais tout à fait logiques quand on vit comme ça dans cette précarité. Donc une meilleure qualité de vie, ça passe par plus de salaire, ça passe par des meilleurs revenus, ça passe par justement un sentiment de sécurité. Bizarrement, on entend partout, à droite et surtout en ce moment, qu'il faut réduire les dépenses, sanctionner, couper dans les allocations de chômage. Que dit au contraire la FGTB? Quelles sont les bonnes recettes? D'abord, quand on dit réduire les dépenses, immanquablement, ça veut dire réduire la protection sociale, principalement les remboursements de soins de santé, les allocations sociales, les pensions. Mais quand on dit réduire les dépenses, c'est aussi, et on l'a constaté, réduire des dépenses notamment dans les services publics. Au moment où il y a eu les inondations, on s'est rendu compte de l'ineptie d'avoir supprimé 2 ou 3 services de la protection civile, de ne plus en avoir que 2, un en Wallonie et un en Flandre, et on n'a pas su faire face correctement à toute la problématique des inondations, notamment en province de Liège. On a vu aussi que pour faire des économies, on avait constaté qu'on avait avant le Covid des masques qui étaient périmés, on les a brûlés, on ne les a pas remplacés. Donc il y a la protection des gens au jour le jour, mais il y a aussi les investissements dans la sécurité sociale, dans la protection sociale et ainsi de suite. Et puis, on oublie assez fréquemment que dans les dépenses publiques, il y a aussi tous les aspects qui sont liés à l'enseignement, à la formation et autres. Et on ne peut pas dire à la fois il faut se préparer à une économie qui va changer, l'économie bas carbone et ainsi de suite, et puis, et ça les libéraux sont les premiers à le dire, ok, d'accord, et puis alors à côté de ça, diminuer les moyens, notamment dans la formation des travailleurs pour s'adapter à cette nouvelle économie bas carbone. On va continuer avec un peu le débunkage de fake news qui sont propagées pendant cette campagne.
Un peu de contexte, la Belgique est le seul pays avec le Luxembourg à disposer d'un système d'indexation automatique des salaires. Si on écoute notamment la FEB, cette indexation automatique serait la cause de tous les maux et générerait une spirale d'inflation, de prix, de hausse de salaire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Est-ce que l'indexation automatique est un luxe, est effectivement un luxe que la Belgique ne peut plus se payer? Alors je voudrais répondre peut-être en trois temps. Le premier, qui n'est pas une provocation, c'est que la Belgique et le Luxembourg ont aujourd'hui des économies qui fonctionnent mieux que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, les trois pays avec lesquels on se compare toujours au niveau des salaires. Et donc voilà, quand il y a une indexation automatique, apparemment les économies se portent mieux que là où il n'y a pas d'indexation automatique. Donc au-delà de la boutade, ça signifie qu'il n'y a pas de lien entre indexation automatique d'une part et comment je vais dire, une activité économique qui fonctionne bien. Premier élément. Deuxième élément, c'est que cette indexation automatique des salaires, elle a permis, et tous les économistes le reconnaissent, que pendant les périodes de crise que nous avons connues, le marché intérieur, l'économie intérieure, la consommation sont en fait les éléments qui ont permis à l'économie, justement, à l'économie belge de bien tenir le coup et de performer davantage que dans les pays voisins, en disant que c'est aussi l'indexation automatique des pensions et des allocations sociales qui ont permis de maintenir ce pouvoir d'achat. Et enfin, il y a quelque chose qui est quand même indécent dans la proposition de la FEB, parce qu'à partir du moment où on dit on n'est pas contre l'indexation, mais on est contre l'indexation automatique, ça veut dire qu'on a la volonté de maintenir la compétitivité de l'activité économique sur le dos des travailleurs. Je m'explique. À partir du moment où on dit ce serait bien qu'il y ait un décalage de 1 an ou 2 ans entre l'inflation et le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'en fait, on compte sur la diminution du pouvoir d'achat des gens pour maintenir l'activité économique. Donc, ce n'est pas acceptable. Et je voudrais peut-être ajouter un dernier élément que peu de gens savent, c'est que de façon globale, les salaires représentent en tout et pour tout 25% des coûts de production. Le reste, les autres 75%, c'est l'énergie, les investissements, les amortissements, la rémunération du capital et ainsi de suite. Et jamais on parle des 75 autres pourcents des coûts de production si on veut rester compétitif. Et ce que nous demandons à l'FGTB, c'est qu'au Conseil central de l'économie, à la Banque nationale, il y ait maintenant des études sérieuses qui soient faites pour voir qu'est-ce que la Belgique peut faire et mieux faire sur ces autres coûts de production hors des salaires. De même, tu parlais à l'instant de l'indexation des allocations. D'aucuns aiment rappeler que les allocations sont trop hautes, que c'est trop proche, enfin que ce qu'un travailleur actif reçoit comme salaire et que ce qu'un allocataire reçoit, c'est trop proche. Et ça, il faut remédier à cette situation. Qu'est-ce que tu leur réponds? Que le salaire minimum aujourd'hui, et en règle générale, les salaires bas sont trop bas et qu'il faut augmenter encore le salaire minimum. On a réussi à l'augmenter de 2 fois 50 € ces dernières années, mais c'est insuffisant. Deux, que c'est faux. Tout simplement, c'est mathématiquement faux, puisque, et quand on regarde les chiffres de l'ONEM, on peut le constater et le vérifier, la différence entre le salaire minimum et l'allocation de chômage moyenne, cette différence est de l'ordre de 670 € par mois. 670 € par mois, c'est donc plus que ce que les partis de droite réclament en disant il faut qu'il y ait absolument 500 € de différence. C'est 670 €, c'est beaucoup et ça signifie que les allocations sociales et les allocations de chômage principalement sont beaucoup trop basses. Est-ce qu'il y a un piège à l'emploi? Oui, il y a un piège à l'emploi parce que la majorité des emplois qui sont proposés, ce sont des emplois à temps partiel. Et quand on propose un emploi à temps partiel et qu'on perd une allocation de chômage et qu'on a un emploi à temps partiel sans complément, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, là, il y a un vrai problème. Mais le problème vient des patrons qui proposent fréquemment, majoritairement, de l'emploi à temps partiel et non pas de l'emploi à temps plein. Un autre sujet, le dernier qui fait débat, c'est le caractère illimité des allocations de chômage. Les personnes qui prétendument feraient carrière au chômage, enfin, ce sont des termes qu'on entend malheureusement. Est-ce que là aussi, on peut parler d'un luxe? Qui sont les vrais assistés? Peut-être avant de répondre, dire quelque chose qui me paraît assez important, c'est que dans les pays voisins, toujours ceux avec lesquels on se compare, Pays-Bas, Allemagne, France, on ne laisse pas mourir les gens de faim.
D'accord? Et donc, lorsqu'on sort de l'allocation de chômage, dans ces 3 pays-là, on entre dans une allocation de fin de droit, qui est une allocation qui est relativement comparable en montant à l'allocation de chômage. Deux, la spécificité de la Belgique, c'est que si on limite les allocations de chômage dans le temps, ben alors on passe du chômage vers l'allocation d'insertion, le Minimex au niveau du CPAS, qui est une allocation, et ça c'est la particularité de la Belgique, qui est une allocation qui est, elle, à charge principalement des régions et non pas de l'État fédéral. C'est donc un transfert de la sécurité sociale de l'État fédéral vers les régions, quelque chose que nous ne pouvons pas évidemment accepter. 3. Mais je ne comprends pas qu'on ait toujours cette demande de la droite de limiter les allocations de chômage dans le temps en disant « Ah, les gens vont aller travailler, c'est la solution à tous les problèmes ». Des études ont été faites par l'ONEM et par des instituts internationaux pour dire que ça ne marchait pas. Et pire encore, en fait, on a connu en Belgique une expérience grandeur nature. On a décidé en 2014 de limiter dans le temps, à 3 ans, les allocations d'insertion pour les jeunes. Ça n'a rien changé, si ce n'est que les jeunes qui pourtant avaient été avertis qu'ils seraient exclus dans 3 ans, eh bien, le nombre de jeunes en chômage avait très peu diminué. Donc en fait, le bâton ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces jeunes-là, une moitié sont au CPAS et une moitié ont disparu de la circulation. Ils sont hors radar. À une époque où on se dit il y a des pénuries d'emplois, comment est-ce qu'on va faire pour y remédier? Eh bien, on a des milliers de jeunes. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont dans la nature, hors radar. Et donc, ce sera très difficile finalement demain de pouvoir reprendre contact avec eux et peut-être leur remettre le pied à l'étrier. Donc non seulement c'est inutile, mais en plus ça n'a aucun sens, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue social finalement. C'est ça. On va évoquer une mobilisation récente. La FGTB se mobilise encore contre les mesures d'austérité imposées par l'Europe, qui pourraient réellement mettre en danger l'État social et la sécurité sociale. Le message que vous portez, c'est non, nous ne paierons pas. La question, c'est qui doit payer? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on doit vraiment payer autant? Est-ce que la Belgique a à ce point vécu au-dessus de ses moyens, comme l'Europe le laisse entendre? Donc, la Belgique n'a pas vécu au-dessus de ses moyens, puisque, en fait, l'endettement de l'État belge était déjà de l'ordre de 105% fin des années 80, et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il est de 107-108%. Ça signifie qu'en 30 ans, et même un peu plus, la dette est restée au même niveau. Donc, si la dette reste au même niveau, ça veut dire qu'on ne vit pas au-dessus de ses moyens. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'État qui est appelé à la rescousse. Et bien que l'État ait dû au moins à 2 ou 3 reprises aider les gens, aider les entreprises, parce qu'il y avait la crise financière, parce qu'il y avait la crise du Covid, parce qu'il y avait la crise des prix de l'énergie, et l'État doit mettre des moyens, et malgré ça, la dette n'a quasi pas augmenté. Par contre, ce qu'il faut bien constater, c'est que fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, la dette avait diminué jusqu'aux environs de 90%, et puis alors elle a remonté à cause de la crise financière. Qui a fait en sorte que cette dette diminue pendant une quinzaine d'années? Vous, moi, tout le monde, les travailleurs. On a eu en fait des mesures déjà d'austérité, des politiques d'austérité qui ont été mises en place, et donc les gens ont déjà payé 1 fois, 2 fois, 3 fois ces politiques d'austérité. Et ce que nous, à la FGTB, on dit, on n'a pas vécu au-dessus de nos moyens, l'État a démontré qu'il était important qu'il ait les moyens d'aider tant les gens que les entreprises, et on ne veut pas passer à la caisse une 3e ou une 4e fois. C'est terminé, fondamentalement, il faut changer les choses. Il faut que le désendettement se fasse de façon beaucoup plus longue que ce qu'on veut nous imposer. Et 2, il y a, dans le cas des diminutions de dépenses, on viendra aux recettes plus loin, mais dans le cas des diminutions de dépenses, quand même dire qu'il y en a certaines dont on ne parle jamais. Aujourd'hui, les entreprises sont aidées à concurrence d'une dizaine de milliards par an. Elles ont des subsides de minimum 10 milliards par an. Et le chômage, pour payer les chômeurs dont on veut diminuer encore dans le temps, eh bien, c'est quelque chose de l'ordre de 4 milliards par an. Je crois que c'est bien que ceux qui nous écoutent se rendent compte qu'en fait, les entreprises coûtent 2 à 3 fois plus cher en subsides que le paiement des allocations de chômage.
L'austérité, on y est. Maintenant, il faut pouvoir y répondre. Quelles sont les réponses qui sont acceptables plutôt que des attaques constantes à la sécurité sociale et aux services publics? Ben, nous, ce qu'on va faire à la FJTB maintenant, c'est mettre la pression sur les partis progressistes pour leur dire que, puisque l'Europe a pris cette décision-là et l'a votée, il faut absolument que la traduction dans les politiques locales, dans les politiques nationales, ne se fasse pas au détriment de la sécurité sociale, des services publics et ainsi de suite. Donc il faut, d'une part, en effet, que ce soit à un rythme beaucoup plus lent que celui que l'Europe veut nous imposer. Deux, il faut rappeler qu'il y a des économies qui peuvent être faites, notamment auprès des aides qui sont faites aux entreprises et souvent sans la moindre condition. Et puis trois, il ne faut pas travailler que sur les dépenses, sur la diminution des dépenses. Il y a de l'argent à aller récupérer dans ce pays. C'est vrai que quand on travaille, on est imposé fortement en Belgique. Mais c'est vrai aussi que quand on a des revenus autres que ceux du travail, on est très peu imposé et beaucoup moins d'ailleurs que dans les pays voisins. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est une réforme fiscale et pour faire simple, qui mette en place une méthode qui fait que les revenus autres que ceux du travail, les revenus quand vous louez un appartement, une maison, que sais-je, les revenus immobiliers, les revenus mobiliers, quand vous avez de l'argent à la banque, quand vous avez de l'argent qui est placé, eh bien que ces revenus-là soient taxés au moins au même niveau que les revenus du travail. Si on a une réforme fiscale qui va dans ce sens, et deux, trois autres éléments, il y a des recettes possibles qui peuvent être de l'ordre de, suivant les mesures qui sont prises, 15 à 20 milliards de recettes supplémentaires. Eh bien, 15 à 20 milliards de recettes supplémentaires, c'est un ordre de grandeur plus ou moins équivalent aux efforts d'austérité qu'on veut nous demander. Il y a donc d'autres choses à faire et qui permettraient de mettre à contribution, pour ce qui concerne les citoyens, 5 à 6% des citoyens les plus riches de ce pays et franchement qui ne verront pas de façon importante leur niveau de vie diminuer, mais qui permettront à d'autres qui ont des revenus beaucoup plus faibles d'un peu mieux vivre. Pour permettre à tout le monde de comprendre, pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est d'économiser une trentaine de milliards sur une durée de 4 ou 7 ans. C'est bien ça ? En fait, si on est sur la durée de 4 ans, pour faire simple, on nous dit en 2025, il va falloir économiser 7 milliards. Et puis en 2026, il va falloir économiser 7 milliards de plus. Et en 2027, encore 7 milliards de plus. Et en 2028, encore 7 milliards de plus. 7, 14, 21, 28. Ça veut dire qu'à partir de 2028, on demande à l'État belge de vivre avec, et alors là, sur le long terme, de vivre avec 28 milliards de moins que ce qu'il a aujourd'hui pour fonctionner. Et ça ne va pas parce que l'État belge, que ce soit les services publics, la justice, que sais-je, ou la sécurité sociale, globalement, l'État belge, il vit avec 270 à 280 milliards de dépenses. Donc c'est facile. En fait, on nous dit qu'il faut vivre avec 10% de moins que ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est un bain de sang social. Bain de sang social qui pourrait s'appliquer aussi à une catégorie qui n'est déjà pas gâtée, c'est les pensionnés. Parlons un peu pension. La situation de la majorité des pensionnés en Belgique n'est pas glorieuse. Financièrement, les pensions seraient parmi les plus basses d'Europe. L'âge légal de la retraite va passer de 65 à 67 ans dans le futur. Est-ce qu'on est sur une pente dangereuse là ? Est-ce qu'on va dans le bon sens au niveau des pensions ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à ce niveau-là ? D'abord, il faudrait essayer d'avoir une politique qui améliore davantage le montant des pensions que ce qu'on a fait jusqu'ici. Le gouvernement actuel a fait des choses qui sont bonnes, qui vont dans le bon sens, qui est d'améliorer les pensions minimum. Il faut le reconnaître. Le problème, c'est qu'on a focalisé sur les pensions minimum, ce qui représente quelques dizaines de pensionnés, mais ce n'est vraiment pas la majorité des pensionnés de ce pays. Et ceux qui ont une pension un peu supérieure à la pension minimum n'ont finalement pas vu leur pension s'améliorer, si ce n'est qu'ils ont quand même pu bénéficier de l'indexation automatique. Rappelons l'importance que ça représentait. Mais c'est insuffisant et donc il y a tout un paquet de pensionnés qui sont un peu au-delà de la pension minimum et qui mériterait qu'il y ait réellement une amélioration du montant de la pension. Amélioration du montant de la pension dans le calcul et amélioration du montant de la pension dans le nombre d'années qu'il faut démontrer. Parce qu'on a tendance à oublier que même l'amélioration des pensions minimum, elle n'existe en fait que si vous avez 45 ans de carrière.
Et 45 ans de carrière, c'est rare et ça va devenir de plus en plus rare. Et donc, il faut aussi qu'on travaille sur la durée de la carrière pour pouvoir, par ailleurs, améliorer le montant des pensions. Pour ce qui concerne l'âge de la pension, nous, à la FGTB, on continue à s'opposer à cette augmentation de l'âge à 67 ans. On demande le retour à 65 ans. Mais au-delà de cela, ce qu'on demande surtout, c'est qu'un prochain gouvernement nous donne, à nous, syndicats, représentants des travailleurs, les armes suffisantes que pour obliger, une bonne fois pour toutes, les employeurs à parler pénibilité. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient tout autant que le montant de la pension auprès des travailleurs. Et là, on en vient à l'âge de la pension. On ne peut pas décemment imaginer que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans les titres-services et qui va faire des ménages, commencerait à travailler à 20 ans à faire des ménages et fera encore des ménages à 67 ans. Ça n'a pas de sens. Tout le monde sait bien que c'est impossible d'imaginer cela. Et donc, il faut un vrai travail sur les métiers pénibles, des décisions qui soient prises rapidement pour permettre à toutes les personnes, et ce n'est pas le seul exemple, mais celui-là, je pense, est assez frappant, à permettre à toutes les personnes qui ont des métiers pénibles de pouvoir anticiper la fin de carrière. Tout ça, ce sont des sujets qui font partie de la campagne que vous menez actuellement, Plus social, plus fort. Tu le disais au début, les sujets socio-économiques, le salaire, la pension sont les vraies préoccupations des gens. Est-ce que s'attaquer à ces enjeux-là, est-ce que gagner des points sur ces enjeux-là, c'est aussi une manière de lutter contre l'extrême droite? Tout à fait. C'est l'autre raison pour laquelle on s'est lancé dans cette campagne. C'était bien entendu de rappeler quelles étaient et quelles sont les priorités de la FGTB et qui sont reprises dans le mémorandum qu'on a envoyé aux partis politiques. Et aussi, il nous semble, mais d'autres et des politologues notamment le font constater aussi, que si on oriente les sujets de campagne vers le socio-économique, vers ce qui concerne vraiment les préoccupations des gens et qu'on ne les distrait pas soit vers des préoccupations institutionnelles, soit vers l'immigration, que sais-je, eh bien, il y a plus de chances qu'un maximum de personnes fassent un choix intelligent au moment où il sera dans l'isoloir et qu'ils, d'abord, se rendent compte que voter pour l'extrême droite, c'est voter contre soi, toujours, et que voter pour des partis progressistes permet de pouvoir défendre un projet de société comme celui qu'on défend. Il faut quand même constater qu'il est nécessaire de mener la campagne qu'on mène, non seulement pour expliquer que l'extrême droite n'est pas et ne sera jamais une solution, mais des problèmes supplémentaires, mais en plus qu'aujourd'hui, elle se cache derrière comme ça une sorte d'honorabilité en reprenant parfois des revendications qui sont les nôtres, comme l'augmentation des salaires ou l'augmentation des pensions. Mais sur le terrain, quand ils ont l'occasion de voter pour ou contre des mesures sociales, ils votent toujours contre. Et ça, les gens doivent se savoir. Ils ont voté au niveau européen contre le salaire minimum européen, alors qu'ils disent qu'il faudrait qu'on augmente les salaires. Donc, non seulement ce n'est pas une solution, non seulement c'est un vrai problème, mais il faut aussi avertir les gens que quand ils sont avec la capacité de décider en faveur des gens, en faveur des travailleurs, ils ne le font jamais. Ces gens défendent des lobbies et rien d'autre. C'est vrai que souvent on fait le focus sur l'aspect xénophobe, le racisme qui est dans les discours et les idéologies d'extrême droite, mais on parle moins du fait qu'effectivement l'extrême droite n'est jamais du côté des travailleurs, mais aussi contre les intérêts des femmes. Enfin, parlons-en, il s'agit quand même d'un sujet qui... On voit que malgré tout, l'extrême droite se féminise, tant dans les images, tant dans les personnalités que dans les votants et votantes. Il y a un vrai risque à ne pas avertir là-dessus. L'extrême droite est un danger pour l'égalité homme-femme. L'extrême droite, elle prône en fait le travail à temps partiel, voire pas de travail du tout pour les femmes. Donc on revient au schéma, la femme au foyer et l'homme qui va travailler. Donc évidemment, déjà, ce n'est pas défendre la moitié des travailleurs, à savoir les travailleuses. Quand on a l'extrême droite, ce qu'elle dit aussi, c'est il faut qu'il y ait une sécurité sociale pour les étrangers, une sécurité sociale pour les Belges, par exemple. Et on continue comme ça avec souvent des conditions supplémentaires
pour les étrangers par rapport aux Belges et pour aussi une exclusion, en effet, des femmes du marché du travail, ou en tout cas partiellement du marché du travail. Rappelons aussi à l'ensemble des femmes que les positions de l'extrême droite par rapport notamment au droit à l'avortement sont des positions qui sont totalement inadmissibles. Donc ce sont des gens qui mettent systématiquement les gens les uns contre les autres, que ce soit ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, les hommes, les femmes, les étrangers, les pas étrangers, les malades, les pas malades. L'extrême droite est un vrai problème, un vrai fléau, et c'est ce qu'on essaye de démontrer dans le cadre de cette campagne. Dans la campagne électorale, enfin actuellement, on entend beaucoup parler évidemment de l'extrême droite en Flandre. Est-ce que la Wallonie est encore un peu, entre guillemets, à l'abri, ou est-ce que la vigilance est de mise? Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? La vigilance est de mise parce que, il y a quand même un groupuscule qui s'appelle Chez nous, qui essaye d'avancer. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il faut faire attention qu'ils ont des soutiens importants de partis du Vlaams Belang, mais également de partis d'extrême droite français et autres. Et donc, on sent qu'il y a comme ça une sorte d'organisation européenne de l'extrême droite pour essayer de venir sur ce dernier petit territoire qui aujourd'hui n'est pas encore gangréné, qui s'appelle la Wallonie 2. On a la chance, oui, on peut appeler ça encore une chance, qu'il n'y a jamais eu une figure suffisamment charismatique que pour lancer le mouvement, mais on n'est évidemment pas à l'abri. Mais au-delà d'un parti d'extrême droite qui émergerait en Wallonie et Bruxelles, il faut aussi faire attention qu'un certain nombre d'idées d'extrême droite sont en train de gangréner la famille libérale. Et ce qui me frappe, c'est qu'elle gangrène peut-être davantage l'EMR que le VLD. Quand on est en Flandre, il y a le Vlaams Belang, et le VLD ne va pas tellement surfer là-dessus. Et puis quand on est en Wallonie, où il n'y a pas en fait une offre par un parti d'extrême droite, on se rend compte que l'EMR, par la voix de son président, Georges-Louis Boucher, flirte de plus en plus dangereusement avec des positions d'extrême droite. On a bien vu la stigmatisation qu'il faisait sur les personnes d'origine étrangère lorsqu'il y a les problèmes de sécurité à Bruxelles. Et donc, je suis désolé, mais c'est vraiment, il y a un problème qui existe dans une région, ok, et on a le président d'un parti qui en profite pour reprendre des thèses, je suis désolé, mais des thèses d'extrême droite en mettant les gens les uns contre les autres et en amenant strictement aucune solution. Il a fait ça avec les personnes d'origine étrangère, il fait ça aussi avec les chômeurs en fait. Parce que quand on entend son discours sur les chômeurs, c'est vraiment agresser les chômeurs et pas essayer de trouver des solutions. Et enfin, et c'est aussi un discours d'extrême droite, il faut bien regarder la façon dont il se comporte à l'égard des syndicats et des mutualités, et principalement à l'égard de la FGTB et de Solidaris. Son objectif, c'est qu'on disparaisse de la circulation. Et les politiques qui veulent faire disparaître de la circulation les syndicats et les mutuelles, ce sont des politiques d'extrême droite. On vit aussi dans un monde où l'information est constante, l'information vient de partout, les réseaux sociaux jouent un rôle un peu particulier dans cette campagne électorale. On sait que la fracture numérique existe et que ça ne veut pas tout simplement dire qu'on n'a pas accès à Internet, mais que c'est parfois difficile pour les gens de comprendre ce qui se dit, ce qui se fait, quelle est la vérité, quel est le mensonge. Est-ce que le syndicat ici essaye de se positionner comme repère ou comme rempart face à ces très nombreuses informations qui arrivent directement dans les téléphones et dans les vies des gens? Ça, c'est vraiment une vaste question. Ce que nous, on essaye de faire, en tout cas, c'est que non seulement au départ de nos journaux, de nos publications, c'est de donner une information différente de celle qu'on peut lire habituellement, et aussi une information qui est un peu plus, on prend un peu plus de recul, avec un peu plus de fond, et pas être systématiquement, et sans critiquer les quotidiens, mais voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir parfois une information un peu plus fouillée sur tel ou tel type de dossier, et surtout un regard différent.
moi je tiens beaucoup au rôle d'éducation permanente qu'on joue. Le fait de continuer, on le sait peu, à donner des milliers d'heures de formation aux délégués et aux militants chaque année, en espérant qu'ils soient, et souvent ils le sont encore bien, en espérant qu'ils soient des relais vers les travailleurs d'un autre type de nouveau, de projets de société et autres. Ça fait aussi partie, je trouve, des missions qui sont les nôtres. Trois, mais là je sors du discours purement syndical. Personnellement, je vais peut-être paraître vieux jeu, mais je continue personnellement, moi, à m'informer au travers des journaux et pas au travers des médias sociaux, parce que je considère que quel que soit le journal et quel que soit le média en fait, mais le fait d'avoir un intermédiaire qu'on appelle le journaliste entre l'information et moi, c'est important. Je sais quel journaliste a écrit quoi, je sais quelle est sa tendance, je sais quel est le journal, mais au moins il y a comme ça un filtre, une analyse que j'aime ou que je n'aime pas, mais qui se situe entre l'information et moi. Je vois. Enfin, on va clôturer sur un sujet d'actualité, justement, enfin récent. On parlait de qualité de vie, de sécurité d'emploi, de bien-être. On a parlé récemment de réduction collective du temps de travail. Un parti a mis la semaine de 4 jours sur la table et puis les 32 heures semaine dans la foulée. Est-ce que c'est une priorité aussi pour la FGTB ? Alors c'est une priorité pour la FGTB, mais avant toute chose, je voudrais dire que les réactions à la proposition qui a été lancée par Paul Magnette m'ont vraiment plus qu'étonné. J'étais choqué parce qu'on a parlé de Trumpisme, d'autres ont parlé de propositions communistes, d'autres ont parlé de propositions qui allaient faire tomber l'économie belge par terre et ainsi de suite. Donc les réactions étaient dans l'excès. Il n'y avait pas de possibilité d'en discuter, c'était dans l'excès et dans la démagogie. Les pays scandinaves qu'on cite beaucoup en exemple, le Danemark est avec un temps de travail qui tourne autour des 32 heures. Je n'ai pas l'impression que le Danemark va si mal que ça. Donc déjà, prenons un peu du calme et regardons qu'il y a des pays où ça va pas mal. Il y a des illustrations qui existent, des expériences qui existent en Belgique. J'ai entendu un certain nombre de managers, souvent assez jeunes, dire « Moi, dans mon entreprise, j'ai lancé une expérience de 32 heures semaine, j'ai changé mon management et finalement, je suis assez heureux dans mon entreprise, dans mon secteur, ça peut marcher. » C'est aussi des choses qui sont quand même intéressantes. Ce que je constate aussi, c'est que ceux qui ont réagi comme ça, souvent ne connaissent pas bien le dossier parce que, à tout le moins, justement, dans les expériences de fin de carrière, il y a aujourd'hui pas mal d'entreprises, beaucoup dans le secteur public, mais pas que, qui mettent en place des expériences de diminution du temps de travail à 32 heures à partir de 55 ans et en disant, en tout cas, ne fût-ce que pour justement la fin de carrière, la pénibilité, on constate que les gens sont mieux, les travailleurs sont mieux et finalement, le fait qu'il y ait une journée de congé, le fait qu'il y ait un petit peu moins de stress au travail et autres, on ne ressent pas de façon proportionnelle une diminution dans la production en étant passé à 32 heures parce qu'il y a du bien-être, parce qu'il y a un peu moins de maladies, parce que. Et donc, oui, c'est une revendication qui reste une priorité. Oui, il faut faire des expériences dans des secteurs ou dans les fins de carrière. Et oui, de toute façon, c'est écrit dans l'histoire. Parce qu'on est dans un monde où la productivité augmente tout le temps. Si on ne réduit pas le temps de travail, ça veut dire que la productivité va toujours se traduire par plus de production et plus de consommation. Et on tombe sur la problématique du climat. Et donc la réduction collective du temps de travail, c'est aussi une des solutions au climat. Voilà, on va clôturer ce vidéocast avec un petit message, un message final. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend des élections qui arrivent, qu'est-ce qu'on espère après le 9 juin ? Nous, évidemment, ce qu'on espère, c'est d'avoir un gouvernement qui va entendre nos principales revendications. Je ne vais pas toutes les citer, mais les principales, c'est de nous permettre de pouvoir à nouveau négocier des salaires dans les entreprises et dans les secteurs. Donc que cette loi de 96 qui bloque les salaires soit complètement revisitée, qu'on ne touche pas à l'indexation automatique des salaires, qu'on ne touche pas à nos régimes d'allocation sociale, notamment les allocations de chômage, les laisser telles qu'elles sont aujourd'hui, qu'on supprime le statut cohabitant, c'est très important pour la sécurité sociale et notamment pour l'accès à la sécurité sociale pour les femmes, et qu'il y ait une réforme fiscale, digne de ce nom, qui amène des recettes nouvelles pour les services publics et qui permettent d'augmenter les bas salaires.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message pour notre public en ligne? Je crois que le message était clair, ne Voilà. pas se laisser entraîner par les sirènes de l'extrême droite et se dire que, et on ne donne pas de consigne de vote, nous, mais c'est quand même les partis dits progressistes qui répondent le plus à toutes les priorités qu'on a mis dans notre mémorandum. Merci beaucoup Thierry, merci à tous.